Salut à tous, on est de retour. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Rousseau pour le 11e épisode de Face à Face podcast. Si vous suivez le soccer universitaire au Québec, vous connaissez déjà son nom. Originaire de Lévis, elle est passée par les élans du cégep de Garneau. Aujourd'hui, elle est capitaine du Rouge et Or. À 24 ans, elle jongle entre un doctorat en médecine et un rôle de leader dans l'une des meilleures équipes universitaires au pays. Dans cet épisode, on revient sur ses débuts, son leadership, son expérience unique aux Jeux universitaires en Chine, la fin abrupte du championnat canadien et la question que tout le monde se pose, y a-t-il un avenir pro pour elle? Parfait. Bien, Mathilde, capitaine du Rouge et Or, merci de te joindre à nous sur le podcast aujourd'hui. Bien, merci à vous de l'invitation. Oui. Oui. Mathilde, je lisais que dans ta jeunesse, tu as touché à plusieurs sports. Pourquoi tu t'es finalement arrêtée sur le soccer? Ben, je crois que j'aimais particulièrement le soccer parce que j'aime courir beaucoup. Fait que j'avais l'opportunité de dépenser beaucoup d'énergie quand j'étais jeune en jouant au soccer, contrairement à d'autres sports. Fait que je pense que c'est ça qui m'a gardée dans ça. Puis évidemment aussi le côté de sport d'équipe. Là, j'avais rapidement ma place dans les groupes. Puis je trouvais que c'était un sport vraiment collectif. J'aimais l'énergie que ça apportait. Fait que j'ai gardé ça pendant les années jusqu'au niveau universitaire, puis je regrette pas mon choix. Est-ce que justement, tu avais essayé aussi des sports individuels parce que tu disais que tu aimais beaucoup l'aspect de collectivité? Oui, mais mettons le plongeon, là, je m'étais rendue quand même à un certain niveau, mais j'aimais pas le fait de toujours être seule avec mes propres pensées. Fait que, puis c'est répétitif, j'ai l'impression aussi, là, à un certain point. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est différent là, aussi comme enjeu, puis le but aussi final. Là, fait que donc j'aimais mieux les sports collectifs. Puis aussi, j'ai joué au volleyball pendant le secondaire aussi. Fait que ça, c'était le fun aussi de toucher à autre chose. Là. Aussi, ils disent qu'au niveau de la motricité, puis c'est bien de faire plusieurs sports. Ben oui, crois, absolument. Quand on est dans notre développement. Fait que je pense que ça m'a aidé aussi à jumeler ces deux sports-là. C'est tout à fait vrai. Puis souvent, on voit, par exemple, des joueurs de la NFL, c'est comme des multi-athlètes qui sont repêchés et dans la NFL et dans la MLB. Ils pratiquent plusieurs sports. Puis souvent, chez les athlètes élites, ben, ils ont pratiqué plein de sports. Puis ces sports-là font en sorte que des skills qu'ils ont acquis se transfèrent dans leur Puis sport. Je suis pas la seule non plus dans mon équipe. Là, il y en a plusieurs qui jouaient au basket ou au hockey, des choses comme ça. Puis finalement, ils ont pris le chemin du soccer, mais on a comme tout un petit background multisport. Puis est-ce que dès que tu commences à accrocher au soccer, est-ce que tu sais que tu as quand même un certain talent? T'sais? Est-ce que tu te démarques rapidement dans tes équipes? À vrai dire, au début, j'étais pas nécessairement dans les meilleurs là, vers 8-9 ans. Mais c'est tranquillement que là, j'ai commencé à intégrer les équipes plus de haut niveau là, vers le début secondaire. Je pense qu'un point tournant, ça a été comme les Jeux du Québec. On dirait que c'était une motivation pour moi de faire l'équipe. Fait que c'est là que j'ai commencé à être comme plus compétitive puis impliquée dans mon cheminement. Fait que là, j'ai commencé à jouer plus justement dans le 3, puis les bonnes équipes à Québec. Moi, je viens de la Rive-Sud, fait que je jouais dans le club de la Rive-Sud. C'est pas nécessairement là qu'il y avait le plus grand bassin de joueuses ou les meilleures équipes, mais on a toujours eu des assez bonnes générations pour performer dans des bons niveaux. Puis, mais au secondaire, par contre, j'avais fait le choix de ne pas jouer au soccer puis pas d'intégrer nécessairement de sport-études ou de programme à option de soccer. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'avais peur de me tanner. J'avais choisi les langues finalement, mais je continuais à jouer parallèlement au soccer au niveau civil l'été, l'hiver. Puis après ça, c'est vraiment comme au cégep que là, j'ai intégré l'équipe des élans de Garneau. Puis c'est là que j'ai comme découvert plus le haut niveau du soccer, puis j'ai vraiment eu la piqûre du sentiment d'appartenance à son école, puis à son équipe. Fait que c'est ça, puis c'est ce qui m'a mené aussi à jouer dans le Rouge et Or. Puis est-ce qu'à partir de ce moment-là, quand tu arrives avec les élans de Garneau au niveau collégial, est-ce que tu commences à te dire que tu as peut-être un avenir professionnel là-dedans? Puis c'est ce qui te motive au jour le jour, ou tu penses pas vraiment à ça, tu fais juste performer, t'amuser en jouant? Puis là où t'en es, ben je pense qu'on va en parler, là, mais c'est quelque chose
auquel tu aspires. Mais est-ce que déjà à ce moment-là, c'est quelque chose auquel tu penses? Bien, c'est sûr que là, on remonte à peut-être 8-9 ans. Pour le soccer féminin, il y avait moins d'opportunités dans ce temps-là. Là. Donc, c'était plus... souvent, on pouvait rêver au niveau universitaire ou à la limite aller jouer aux États-Unis en NCAA. Puis c'était comme ça le rêve ultime. Fait que c'est sûr que j'avais ces ambitions-là. J'avais quand même convoité l'idée d'aller jouer aux États-Unis. Mais là, avec mon programme d'études, c'était plus compliqué. Puis j'avais même pas pris le temps vraiment de regarder les universités québécoises. Puis j'ai réalisé qu'au final, c'était vraiment des bons niveaux de jeu, même potentiellement meilleurs que plusieurs équipes NCAA Division 1. Puis nos installations, par exemple, ici au Rouge et Or, sont vraiment excellentes et exceptionnelles aussi. Fait que finalement, j'avais pris le choix de rester à Québec. Mais on dirait qu'en rentrant au cégep, j'y allais plus... au jour le jour, puis je me disais, je vais voir où ça va me mener le soccer, mais j'avais pas vraiment de rêve précis en tête parce qu'encore là, c'était moins, on le voyait moins, surtout dans la région de Québec, là, mais là, de plus en plus, il y a plus d'opportunités pour aller jouer professionnel avec la nouvelle ligue, par exemple, canadienne. Absolument, puis même à Montréal en plus. Oui, c'est ça, c'est proche. On peut peut-être rêver d'une équipe à Québec un jour. Peut-être, oui. Faut qu'on démystifie quelque chose ensemble parce que moi, je viens pas de Québec, puis là, toi, tu dis que tu viens de la Rive-Sud. Oui. Qui est Lévis. Oui. Fait que pour toi, est-ce que Lévis, c'est Québec ou Lévis, c'est Lévis, puis Québec, c'est Québec? Ben moi, dans ma tête, Lévis, c'est Québec, mais je pense que plusieurs considèrent la Rive-Sud comme très loin et j'ai entendu de Québec. Ça souvent. Parce qu'il y a un pont entre les deux, mais donc, moi, dans ma tête, c'est Québec quand même. Ouais. Parfait. Ben tu le disais, un des choix qui t'a fait pencher pour rester à Québec, c'est ton programme d'études. Donc, tu es doctorante en médecine. Parle-nous de comment ça s'est passé. Tu sais, tu es finissante cette année, tu gradues aussi de ton programme de médecine. Ça peut sembler quand même une grosse montagne à gravir de concilier un programme sportif aussi convoité que celui du Rouge et Or, puis un programme comme médecine. Comment ça s'est passé pour toi? Honnêtement, ça a vraiment bien été. La faculté, comme le Rouge et Or, ils travaillent quand même bien ensemble pour m'accommoder. Par exemple, quand on avait été en Uruguay en 2024, on l'a su 2 semaines avant de partir, puis la faculté de médecine ont été vraiment proactifs dans leur démarche pour m'accommoder. Même chose quand on est allé en Chine cet automne. Puis je pense qu'ils sont quand même habitués aussi de travailler avec des étudiants athlètes, donc j'ai pas eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Puis sinon... par rapport à la charge de travail, disons, y a-tu des moments où tu t'es senti, j'ai pas le mot en français, mais overwhelmed, si on veut, par toute la charge qui est requise? Bien, je pense que de façon raisonnable, dans le sens, je me comparais au reste à mes autres coéquipières qui sont pas nécessairement en médecine. Je pense qu'il y a comme beaucoup de programmes qui sont très exigeants. Donc, je pense que c'était similaire, mais en ayant des bonnes habitudes de travail, de la rigueur puis de l'organisation, je pense que ça se fait quand même bien. Puis après ça, il y a comme la partie de stage de notre parcours en médecine parce qu'on fait 3 ans sur les bancs d'école, puis après ça, 2 ans de stage. Et encore là, j'ai pu choisir mes stages selon les moments, les périodes de soccer. Fait que comme cet automne, j'ai des stages qui se font en ligne où j'avais pris toutes mes vacances pour vraiment profiter pleinement de ma dernière saison dans le Rouge et Or. Fait qu'il y a des façons aussi de s'arranger, puis même que j'étais encore plus... j'avais encore plus de temps libre que la majorité de mes coéquipières cet automne, malgré les études en médecine. Est-ce que tu dirais que dès ta première saison puis ta première session de médecine, c'était quelque chose qui était quand même facile pour toi, ou tu dirais qu'à travers les années, tu as appris à te connaître à travers tout ça, puis tu t'es comme donné des moyens pour que ça fonctionne bien pour toi? Je pense que la première session, ça a quand même été vraiment de l'adaptation. Avec du recul, c'était pas aussi facile. Je pense que c'est là que j'ai vraiment appris à gérer ces 2 gros engagements-là. Puis c'est aussi toute la charge mentale puis la pression, là, que, tu sais, oui, il y a l'horaire puis les plages horaires qu'on doit être à telle place, à telle heure et à la pratique à 2 heures plus tard, mais c'est aussi vraiment de toujours devoir penser aux 2 puis la pression de l'examen versus la pression du match qui s'en vient la même journée. Fait que ça, je pense que c'était quand même un défi, mais ça s'est bien fait, puis on est bien entouré aussi. J'ai un bon cercle autour de moi qui m'a aidé à traverser cette période-là, puis là, au final, les années après, ça a super bien été. J'imagine que quand même, ta période au cégep, tu devais être en chimie physique, sciences naturelles. Oui.
Fait que j'imagine que c'est quand même une bonne préparation pour la suite des choses. Oui, quand même. Le cégep, c'est comme une autre étape de plus par rapport au secondaire qui m'a préparé à ça. Puis après ça, ben là, l'université, c'est une autre coche de plus. Mais ce qui est le fun en médecine, c'est que nos notes, ils comptent pas vraiment. En fait, on passe ou on coule. Fait qu'on ait 63 ou 95, ça change rien. Fait qu'au moins, il n'y a plus cette pression-là de performer au niveau des notes, contrairement au cégep, que là, il faut avoir une bonne coteur pour rentrer dans le programme qu'on veut. Fait qu'au moins, ça m'aidait aussi à me soulager d'une certaine pression. Je reviens là-dessus, mais tantôt, tu disais que tu avais convoité un peu l'idée là, de la NCAA aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des équipes en particulier qui t'avaient fait signe d'intérêt? Oui, j'étais avec l'agence Sport Ambition. Il y avait quand même eu quelques écoles, là, je pense à Stony Brook, dans l'État de New York, je crois que c'est à Long Island, où il y avait une université au Colorado aussi. Puis est-ce que tu as fait des visites ou? J'avais fait des visites virtuelles vu que c'était pendant le COVID, fait que j'avais pas eu la chance de me rendre sur place. Puis j'avais quand même considéré, mais au final, c'est ça, avec mon programme d'études, je m'étais informée aussi à d'autres étudiants athlètes qui avaient fait médecine. Mais en fait, là-bas, il aurait fallu que je fasse pre-med. Donc là, c'est comme un genre de science de la nature que tu refais pendant 4 ans. Puis là, ça t'assure pas de rentrer en médecine après, contrairement à ici, que là, j'avais déjà les notes puis un bon dossier pour rentrer. Donc ça aurait été comme un risque de plus à prendre. Puis après ça, quand tu rentres en médecine, tu n'as plus ton scholarship de soccer, là, puis il te reste quand même encore beaucoup d'années à faire. Fait que c'est sûr aussi que financièrement, c'est pas optimal, contrairement à rester ici. Puis je suis très contente de ma décision. J'entendais récemment dans une entrevue là, que tu as accordée avec U-Sports, tu disais qu'il y a beaucoup de leçons qui t'ont été transmises à travers le soccer que tu penses qui vont être applicables dans ta carrière ou qui l'ont déjà été à travers tes stages ou peu importe. Parle-nous un peu de ces leçons-là, puis comment tu vois ça. Même là, ta carrière universitaire est terminée. Tu sais, comment tu penses que tout ce que tu as acquis pendant ta carrière universitaire va pouvoir s'appliquer sur ta carrière professionnelle? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les étudiants athlètes peuvent appliquer dans leur carrière, là, que ce soit la médecine ou n'importe quoi d'autre. Tu sais, juste la pression, le stress de performance, là, c'est quelque chose que tu peux pas nécessairement vraiment apprendre dans les livres. Là. C'est vraiment le vivant, puis en s'exposant à des situations comme ça que tu peux voir comment tu réagis puis essayer de trouver des outils. Fait que, mettons, en commençant mes stages l'année passée, je l'ai vu quand même que je trouvais que par rapport à d'autres gens qui ont peut-être moins été exposés à ce genre de situations-là en médecine, que j'avais plus d'outils pour vivre ces situations-là, puis même que j'y trouve un certain plaisir aussi. Là, j'aime ça quand il y a de l'action, puis que là, on est un peu sous pression, qu'on doit trouver des solutions, passer vite, travailler en équipe. Fait que ça, c'est sûr que je crois que ça m'a aidée. Puis sinon, je crois aussi tout le leadership que j'ai appris à bâtir dans mes 5 années au Rouge et Or. Je pense pas que j'étais une leader très typique au début. Là. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui va faire des speeches comme on pense que les capitaines sont. Là. Je suis plus une leader par l'action, mais là, en ayant le rôle de capitaine dans le Rouge et Or, j'ai appris à un peu plus sortir de ma zone de confort pour développer d'autres angles à mon leadership. Puis ça, je pense que ça va m'aider aussi dans ma carrière en tant que médecin, là, d'être capable d'être comme une personne ressource sur laquelle les personnes peuvent compter, puis savoir connaître son groupe, les forces de chacun pour essayer de les optimiser, pour amener la meilleure performance collective. Là. Je pense que ça, c'est d'autres choses qui vont m'être bénéfiques. Puis, à l'inverse, par rapport aux expériences que tu as eues là, à date dans ton champ d'expertise qui est la médecine, est-ce qu'il y a des choses qui se sont transférées, par exemple, pour ta dernière saison? C'est une bonne question. Qu'est-ce que la médecine m'a appris pour le soccer? Mais on dirait que je sais pas une leçon, mais je crois que dans les moments difficiles au soccer, des fois, en ayant plus une exposition dans mes stages dans les hôpitaux, ça me faisait réaliser que des fois, en tant qu'athlète, on est beaucoup dans notre sport, puis c'est des gros enjeux, mais des fois, j'avais comme la prise de conscience qu'il y a plus que ça au sport, puis les défaites, c'est vraiment crève-cœur en tant qu'athlète, parce que c'est toute notre vie, mais en ayant comme cette dualité-là avec
mes stages dans les hôpitaux, puis en voyant des gens malades, puis en étant là pour eux, des fois, ça me faisait un peu relativiser que ça reste que c'est du sport, puis on peut pas toujours gagner, puis il y a pire que ça dans la vie. Donc, des fois, ça m'aidait aussi à reconnecter un peu avec la défaite, puis les points plus négatifs du sport. Bon, j'aime ça, tu as peut-être réussi à trouver quelque chose auquel tu n'avais pas pensé encore. Ouais. Sinon, on le disait, cette année, tu étais capitaine de l'équipe. Est-ce que c'était la première année où tu étais capitaine? Non, je le suis depuis 3 ans. OK, quand même. 3 saisons. Pour toi, qu'est-ce que ça représentait d'être capitaine d'une équipe universitaire? Bien, c'est sûr que c'est vraiment un privilège là, d'être capitaine. Puis on peut penser souvent que c'est agréable parce que on a le brassard, puis on a de la visibilité, puis de la reconnaissance, on a un accès privilégié avec les coachs, puis avec d'autres instances, mais ça reste que ça vient avec beaucoup de pression aussi, puis de défis que j'avais pas nécessairement anticipés. C'est sûr que quand ça va moins bien, on est la personne vers laquelle les gens se tournent, puis on a moins le droit à l'erreur. Il faut avoir un comportement plus exemplaire, je dirais. Fait que c'est sûr que ça, c'est toutes des choses que j'ai appris à travers ces 3 dernières années-là. Puis j'avais aussi 2 co-capitaines avec moi, là, à chacune des années, là, ça changeait. Mais c'est aussi, c'était le fun de travailler en équipe ensemble, puis on avait comme toutes des forces différentes, là. Fait que tout le temps de m'adapter d'année en année selon mes co-capitaines aussi pour bien travailler ensemble puis s'assurer que l'équipe soit bien écoutée puis qu'on transmette bien l'information avec les coachs, qu'on transmette bien les messages. Ça, c'était des enjeux, mais je crois qu'au final, ça a été vraiment positif. C'était vraiment un privilège. Puis j'ai énormément appris. C'était-tu une surprise pour toi quand c'est arrivé à ta 3e saison ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement puis... Ben, je pense que oui, tu sais, c'est surpris parce que c'est toujours un vote qu'on fait, là, les filles qui votent, là, c'est pas, des fois, c'est les coachs qui donnent directement le titre de capitaine, mais là, nous, c'est vraiment un vote, fait que, je m'attendais pas nécessairement à ça, mais j'étais vraiment contente de savoir ça. Puis j'avais aussi eu des petits enjeux médicaux qui m'avaient empêché de jouer durant l'été. Puis je pouvais pas jouer non plus le début de cette saison-là. Fait que je me disais, peut-être aussi que les filles vont moins m'identifier comme une capitaine vu que je vais avoir plus de limitations dans mon temps de jeu. Mais au final, ils m'ont quand même donné ce privilège-là. Donc, j'étais contente. Y a-tu un moment précis ou une situation précise que tu pourrais identifier où tu as senti vraiment que ton leadership a eu un impact positif sur soit une coéquipière, un entraîneur ou l'équipe en général? Ben, je sais pas si... Ben, la fois que je l'ai beaucoup ressenti, c'est à la fin de cette 3e année-là, c'était ma première année en tant que capitaine, c'est ma 3e année dans l'équipe. Puis au championnat canadien, je me suis rupturé le ligament croisé antérieur. Ouf. Puis au premier match des Canadiens. Puis finalement, on avait gagné la bronze là, pendant ce Canadien-là. Mais mon équipe, pendant la journée off des Canadiens, il m'avait organisé toute une journée de chasse au trésor, de danse, d'activités pour comme, me remonter le moral. Mon ligament croisé m'avait fait une carte, plein de petits cadeaux. Puis là, j'ai comme réalisé à quel point tous les gens étaient comme impliqués dans mon processus puis qui voulaient vraiment... m'aider dans mon rétablissement. Même les coachs étaient full impliqués aussi dans cette journée-là. Fait que là, on dirait que j'ai vraiment ressenti beaucoup d'amour et de reconnaissance de l'équipe. Puis là, ça m'a fait me rendre fière là, d'avoir une aussi belle communauté autour de moi. Puis je me disais que ça voulait dire que je devais avoir un bel impact dans l'équipe si tout le monde était autant... c'était tout uni pour moi dans ce moment-là. Fait que ça, cette blessure-là, ça t'a fait manquer un an complet? Ou... Non, ça m'a... Tu te l'es pas déchiré? Oui, je me l'ai déchiré en octobre. Ça, c'est le ACL? En novembre, oui. Le ACL, je me suis fait opérer en décembre, puis je suis revenue en août d'après. OK, tu as été opérée rapidement. Oui, j'ai été opérée rapidement, j'ai été chanceuse, puis j'ai fait ma rehab dans des temps quand même optimaux pour revenir pour la saison d'après. Parce que des fois, là, je pense à des athlètes que je connais, mais ça peut prendre comme jusqu'à 14 mois. Fait que des fois, il manque... Mettons que ça arrive à la fin de la saison, ben là, il manque toute l'année d'après. Puis... Non, c'est ça. Moi, j'ai pas fait ma saison d'hiver ni ma saison d'été, mais j'ai été correcte pour revenir en pré-saison du Rouge et Or, puis c'était ça mon but. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que est-ce que ça veut dire que, justement, le fait que vous jouez pour le Rouge et Or ou universitaire en général, là, peut-être que tu sais les autres universités, comment ça se passe, mais est-ce qu'une fois que tu te blesses, t'as un traitement un peu spécial, si on veut,
où tu peux être pris en charge rapidement? Puis, est-ce que c'est le rouge et or qui fait en sorte que tu peux subir une opération rapidement au privé? Ou... Le Rouge et Or a quand même des bons contacts de chirurgiens. Donc, oui, j'ai pas passé par la liste d'attente des gens du long, public. Oui, ça peut vraiment être long. Fait qu'on a cette chance-là d'avoir un accès quand même privilégié à des chirurgiens, à des orthopédistes. Fait que j'ai pas été opérée dans un gros délai de temps. Puis après ça, c'est tous les physios du Rouge et Or là, qui nous suivent pour notre rehab. Puis c'est le fun aussi parce que quand ils ont des questions ou si ça va moins bien dans notre processus, ils ont quand même aussi l'accès directement aux chirurgiens. Donc, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, là, c'est quand même vraiment un bon service. Là. Puis, je pense que c'est entre autres grâce à ça que j'ai pu revenir aussi rapidement. Mm-hmm. Est-ce que, c'est peut-être un peu niaiseux comme question, mais est-ce que parce que tu étudies en médecine, c'est déjà arrivé que des coéquipières, je sais que vous êtes suivis par des physios qui sont formés pour ça, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'une coéquipière va venir te voir comme « Hey, j'ai cette douleur-là, est-ce que tu pourrais identifier c'est quoi? » Souvent, c'est plus en blague, là, je dirais. Okay. Puis, on est deux en médecine, puis il y en a plusieurs aussi en soins infirmiers. Là, fait que souvent, les filles, dès qu'ils ont des petits bobos, ils nous demandent notre avis. Là. Ouais. C'est sûr que nous, on n'est pas... on n'a pas gradué, là, fait qu'on peut pas statuer sur quelconque diagnostic. Mais des fois, ça peut être pratique. Là, c'est de la bonne pratique. Ben oui, c'est ça. Puis nous aussi, ça nous donne des petits défis intellectuels. Ouais. Fait que, ouais, quand même. J'aimerais ça qu'on en vienne là, en septembre dernier. Vous avez participé aux Jeux universitaires, FAISU, pour ceux qui connaissent ça. Puis ça se déroulait en Chine. Donc, toi, j'imagine que tu n'avais jamais été en Chine avant dans ta vie. Non, personne dans notre groupe avait été. Comment ça s'est passé pour vous, l'expérience, tu sais, juste... Oui, d'aller jouer au soccer puis de compétitionner dans une compétition de haut calibre, mais tu sais, de faire le voyage en Chine en tant qu'équipe aussi, en tant que groupe, ça a dû être très, un élément qui vous soude beaucoup pour le reste de votre saison. Parle-nous un peu de ça. Oui, bien honnêtement, c'était vraiment une expérience incroyable. Là. C'est sûr qu'au début, on appréhendait un peu parce que c'était pendant notre saison RSEQ. Fait que déjà qu'on a quand même beaucoup de matchs, là, 2 par semaine pendant notre saison. Là, en plus, aller en Chine, ça faisait en sorte qu'on... Ça vous rajoutait du volume? Oui, ça nous rajoutait comme 5 matchs dans notre saison. Puis les matchs qu'on manquait pendant la Chine, on les reprenait avant ou après. Donc, on avait des semaines à 3 matchs. Fait que c'est sûr qu'il y avait cet enjeu-là au début, la gestion de blessures, la gestion du volume. Mais sinon, une fois rendu... c'est sûr que c'est un gros voyagement aussi, là, puis avec le décalage horaire, puis l'avion aussi dans le corps, on n'avait pas beaucoup de temps pour récupérer avant notre premier match. Là. Je crois qu'on arrivait le mardi, puis on jouait notre premier match quelque chose comme le jeudi. OK, quand même. Ça ressemble à quoi le voyage? Là? Excuse-moi de t'interrompre, mais non, c'est correct. C'est quand même assez long. Là. Nous, on faisait Québec-Toronto, Toronto-Vancouver, Vancouver-Pékin, puis Pékin jusqu'à la ville où les Jeux se jouaient à Dalian. Fait que c'était quand même un bon 30 heures, je crois. C'était une plus petite ville où ça se déroulait ou c'était quand même une c'est quand même une grosse ville. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 8 millions d'habitants. C'est quasiment comme le Québec gros, au complet. C'est une très grosse ville, mais que on ne sait même pas le nom parce que c'est tellement gros la Chine. Là. Ouais. Mais non, c'est ça, c'était une assez grosse ville. Puis on est arrivé là-bas... Puis, c'était comme des mini-olympiques. On était comme sur un grand site avec beaucoup, beaucoup de terrains de soccer. Puis, toutes les équipes, on était toutes logées dans des genres de résidences. Comme les villages olympiques. Oui, exact, c'est ça. Chaque équipe avait comme son étage, sa résidence. Puis, on mangeait là, on s'entraînait là, on jouait nos matchs là. Puis, on était vraiment accueillis en grand. C'était vraiment bien organisé. Contrairement à quand on avait été en Uruguay pour les Panaméricains, là, il y avait vraiment une coche au-dessus en Chine. Là, c'était vraiment... il y avait vraiment plus d'employés. Ils avaient pensé à tout. Même dans la ville, partout, ils vendaient des petits toutous à l'effigie du tournoi. C'était vraiment qu'il y avait de l'engouement pour le tournoi. Oui. Okay. Puis à la cérémonie d'ouverture, c'était comme... un peu comme les Olympiques. Là, on passait avec nos drapeaux, puis le stade était rempli, il y avait environ 20 000 personnes. Fait qu'on faisait comme notre marche un peu comme des Olympiques. Fait que ça, c'était vraiment une belle expérience aussi. On était tout habillés en Canada, on représentait notre pays. Puis après ça, on avait 5 matchs à jouer. C'était 3 matchs comme qualification. Puis après ça, on avait la demi-finale puis la finale. Fait qu'il y avait 2 poules, puis nous, on a joué contre Beijing, notre premier match, qu'on a annulé, 1-1. Puis c'était l'équipe qui avait remporté la FISU,
précédemment. Fait que c'était quand même Un bon résultat. une bonne opposition. Après ça, on a joué contre l'Australie, qu'on a gagné 4-0. Puis après ça, on a joué contre la France, qu'on a gagné 8-0. Oh my God! Oui, fait que là, après ça, on s'est qualifié pour la demi-finale. On a joué contre le Brésil, c'est fini 2-0. Puis on est allé en finale contre Pékin. Non, Shanghai. C'était Shanghai en finale. Puis on a perdu pendant ce match-là. Mais ça reste que c'était vraiment une expérience incroyable, la finale, parce qu'on jouait dans le stade, dans le gros stade avec 20 000 personnes. Fait que c'est impressionnant de voir qu'il y avait 20 000 personnes qui assistaient à l'événement. Oui, bien, c'est comme le Centre Bell rempli. Oui, bien, on dit souvent en blague que c'était pas 20 000 personnes qui avaient le goût d'être là. Mais peut-être qu'ils ont été grandement recommandés d'assister. Là. OK, c'est l'impression que ça donnait. Puis des choses comme ça. Oui, okay. C'était ça. Je pense qu'ils ont quand même une culture différente. Là, fait que je crois que... Est-ce qu'il y avait quand même une bonne ambiance? Ou... Oui, mais tu sais, clairement, ils prenaient pour la Chine, là, les partisans, donc ils prenaient pas pour nous. Mais ça reste qu'il y avait vraiment de l'ambiance, puis tu sais, on était incapable de se parler sur le terrain tellement il y avait du bruit, là. Fait que ça, c'est comme un enjeu qu'on n'avait jamais vécu avant, là. Auquel vous aviez peut-être même pas envisagé. Oui, c'est ça. Fait que c'était quand même un beau défi, mais... Puis l'autre équipe était quand même vraiment excellente. Fait que oui, c'était décevant qu'on ait perdu, mais je pense qu'on a quand même... on a été fiers de notre parcours. Oui, c'est ça. Puis on a vraiment aimé l'expérience. Puis sinon, au niveau culturel, ça a été vraiment le fun aussi. On a quand même eu des moments pour sortir de notre petit village d'athlètes, là, même si ça c'était fermé. Fait qu'on est allé visiter un peu des endroits dans la ville. On est allé faire des montagnes russes, on est allé à la plage. On est parti... Ah ouais, à la plage? Oui, c'était sur le bord de l'eau. C'est une ville côtière? Oui, exact. Puis l'organisation aussi nous organisait des activités culturelles. Fait que, mettons, on a fait du thé chinois, on a fait... des arts martiaux chinois aussi, que là, des gens avec leurs habits traditionnels venaient nous enseigner. Il y avait de la calligraphie, des choses comme ça. Fait que c'était vraiment le fun aussi au niveau culturel. Puis toute la nourriture aussi, souvent, il y avait des options plus chinoises. Fait que c'était le fun de goûter à ça. Est-ce que tu as goûté à des choses un peu particulières? Ben pas moi personnellement, mais des fois, il y a certaines coéquipières qui étaient courageuses et qui essayaient des choses, là, mais non, moi, je suis restée plus conservatrice. Ouais. J'ai plusieurs questions là, quand même par rapport à ça, mais premièrement, la sélection, mettons, tu dis vous représentiez le Canada, mais tu sais, vous êtes l'Université Rouge et Or de Laval. Ouais. Fait que là, vous étiez qualifié préalablement contre d'autres universités canadiennes pour avoir cette place-là? Oui, dans le fond, notre qualification date de le Canadien de 2023, quand on a gagné la bronze. Normalement, ça aurait été la première équipe qui aurait été au Panaméricain. Mais les premières puis deuxième équipes, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont décidé de ne pas participer au championnat panaméricain. Fait que c'est revenu dans notre cours. Puis nous, on a dit, ben oui, on va y aller avec plaisir. Donc, on a participé en Uruguay au championnat panaméricain. Puis là, à ce tournoi-là, on était fini 3e. Mais on s'était fait dire que juste la première équipe allait participer aux mondiaux pour représenter leur pays, puis un peu aussi l'Amérique. Fait que là, on avait comme fait un peu une croix là, sur la Chine parce qu'on n'avait juste pas eu les résultats. Mais cet hiver, on a su, pour une raison qu'on ignore, une wild card pour les championnats du monde. Fait qu'encore une fois, on a aussitôt accepté l'opportunité. Puis on a pu participer au championnat du monde, puis avec le Brésil aussi qui représentait l'Amérique. Puis sinon, il y avait comme 1 à 2 pays par continent. Fait que c'est comme ça. Puis là, nous, on était comme l'équipe représentante du Canada. Fait qu'on jouait en tant que l'Université Laval. Ouais. Vu que c'est comme les universiades. Fait que toutes les équipes sont identifiées par leur université, mais somme toute aussi par leur pays. Puis, fait que c'était vraiment juste des filles de Laval. Parce que moi, je suis allée à l'Université Bishops. Puis pendant mon temps à l'Université Bishops, je travaillais avec l'équipe de hockey féminine, les Gators. Puis on a une fille de l'équipe qui avait représenté le Canada aux Jeux. Je pense que c'était en Italie à ce moment-là. Mais tu sais, comme l'équipe canadienne de hockey était composée de
plein de joueuses. Toutes les meilleures du joueuses circuit RSEQ, mettons. Au Canada, oui. Oui, bien c'était ça avant. Avant, ils sélectionnaient les meilleures joueuses de toutes les équipes du Canada U-Sport. Puis là, ils faisaient une équipe qui allait aux Universiades. Mais là, depuis 2019, ils ont comme changé la formule. Fait que les Universiades existent encore pour les autres sports. Je pense que c'est ça la formule pour les autres sports, là, de prendre des athlètes un peu partout. Mais là, on décide de faire une Coupe du monde universitaire de soccer. Fait que c'est comme spécifique au soccer que là, c'est par université. OK, fait que là, quand vous êtes allé là-bas, c'était juste le soccer qui avait lieu. Il n'y avait pas plein d'autres sports. C'était vraiment juste le soccer. Il y avait les gars puis les filles. Puis est-ce que vous avez eu la chance d'échanger avec d'autres équipes? T'sais, j'imagine que, bien, pas pendant les parties parce que vous êtes ennemis si on veut, mais est-ce que dans des temps libres, vous aviez des activités pour rencontrer les autres? Oui, bien, quand ils ont organisé une journée culturelle, donc on a quand même eu quelques interactions avec les équipes, mais sinon, je dirais que c'est plus à la fin, là, comme les dernières soirées, là, qu'on est allé changer des chandails, puis il y avait comme des petits bars, des petits restos sur le site où on pouvait se rassembler, tous les athlètes. Fait que là, on a quand même rencontré des filles, des gars de plein d'autres pays. Puis ça a été vraiment des belles rencontres. Là. C'était vraiment enrichissant. Mais je dirais que pendant le tournoi, on était plus focus sur nous, notre jeu. Mais après ça, on a pris le temps un peu plus. Fait que c'était féminin et masculin, la Coupe du monde de soccer. Il y avait 8 équipes de filles puis 16 équipes de gars. OK. Puis une fois, là, l'hiver dernier, que vous apprenez que vous recevez une wildcard, est-ce que c'est à 100% financé par l'organisation de la Coupe du monde ou vous devez faire de l'autofinancement, c'est payé par le Rouge et Or? Comment ça fonctionne? Honnêtement, je connais pas tous les détails du financement. Nous, chaque joueuse, on a payé 1 000 OK. Ce qui est quand même très raisonnable. Pour un voyage en Chine, considérant qu'un billet d'avion, ça doit être fait que l'avion, l'hôtel, la bouffe, tout couvert. 1 000 de nous. Puis le reste, je crois que c'est le Rouge et Or, les commanditaires, l'Université Laval, le U-Sport. Fait que je pense que c'est comme un ramassis de tous ces acteurs-là, mais nous, au final, on n'a pas déboursé beaucoup, fait qu'on est vraiment chanceuse, puis on n'a pas fait de financement non plus pour ça. Wow! Puis comment ça se fait que, par exemple, tu sais, la France, tu me dis que vous avez battu 8-0, mais la France, normalement, sont quand même assez compétitifs, fait que qu'est-ce qui explique? Comme par exemple, eux, c'était-tu justement aussi une université qui représentait ou ils avaient fait un groupe de joueuses françaises qui se connaissaient pas? C'est peut-être ça, justement, il n'y avait pas de chimie, puis... C'est une bonne question, mais toutes, dans le fond, les universités, c'était toutes les équipes, c'était des universités. Fait que normalement, ils évoluent ensemble dans leur ligue, tout ça. Fait que ça, c'était le cas pour tout le monde. L'affaire, c'est que dans certains pays, tu sais, comme par exemple l'Espagne aussi, on pourrait penser que c'est une bonne équipe. Ils participaient à notre tournoi, puis c'était comme une des équipes les plus faibles. C'est juste que dans ce genre de pays-là, les bonnes joueuses, souvent, ils vont pas à l'université. Ils sont rentrés dans les clubs pro, ils s'entraînent avec plus les clubs pro, les académies. Fait que ça fait en sorte que ça dilue un peu leur bassin de bons joueurs pour les universités, contrairement à nous, comme le Canada ou les États-Unis, qui ont quand même un bon niveau au niveau universitaire. Fait que c'est pour ça que la France, on le savait déjà d'avance que ça allait être une équipe plus faible, là, parce que souvent, leur soccer universitaire, c'est pas le meilleur, parce que c'est ça, toutes leurs bonnes joueuses, ils sont déjà dans d'autres niveaux. Fait que pour nous, ça a quand même été bénéfique, parce qu'on a quand même un très bon niveau de soccer universitaire au Canada. Oui, je comprends mieux. Hey, j'ai jamais fait ça, mais il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Puis je veux pas finir l'épisode de même, fait que je reviens dans 2 minutes. S'il y avait une chose que tu avais à nommer par rapport à ce voyage-là en Chine qui t'a frappé, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, bien, je pense que ce qui nous a frappé, c'est assez anodin, mais c'est qu'on était constamment filmés. Ils nous filmaient toujours. Je pense qu'il y avait 2-3 caméramans là, dès qu'on sortait de notre résidence là, qui filmaient nos faits et gestes. Juste quand on regardait un match de notre équipe, on avait 2-3 caméras qui filmaient nos réactions. Ça, c'était des médias ou? Oui, c'est ça. Je pense que c'était des médias engagés par l'organisation. Puis, tu sais, souvent, ils nous demandaient de dire qu'on aimait la Chine et Dalian en chinois, là. Fait qu'on le connaît bien comment on dit j'aime Dalian en chinois. On l'a dit une couple de fois, là. Fait que je pense que ça, c'était quand même... Peux-tu nous le dire? C'est Wo Ai Dalian. OK, quand même pas trop compliqué. Non, c'est ça, c'est pas compliqué, mais ça, quand même, à la fin, on était un peu tannés. Même à l'aéroport, jusqu'à temps qu'on traverse la sécurité, il y avait des caméras qui nous filmaient jusqu'à la toute fin. Oui, fait que... Y a-tu un moment où c'est devenu dérangeant ou vous vous êtes prêté au jeu? Puis... non, c'était correct au final. C'est juste que, tu sais, des fois, on vivait des moments d'équipe, le fun, où il y avait des spectacles
spectacle. Mais là, il venait toujours nous taper sur l'épaule pour nous dire « Voulez-vous venir nous dire comment vous aimez le spectacle en ce moment? » Puis on était bon, OK. Puis on partait 2, 3. Puis on disait « Merci beaucoup pour le spectacle, c'était super. » Puis on revenait avec le groupe. C'était vraiment correct, là. C'est juste qu'à longue, ça devenait un peu répétitif. Est-ce que tu dirais que la ville était vraiment multilingue ou il y a eu des moments où vous étiez comme, je sais pas, vous rentrez au restaurant, puis là, vous voulez commander en anglais, mais ils comprennent pas trop, ou tu sais, peut-être les menus sont juste en chinois? Oui, bien, honnêtement, c'était quand même difficile, là. C'est vraiment pas la majorité qui parlait anglais, là. Même qu'on avait 3 traductrices associées à notre équipe. Fait que dès qu'on se levait le matin, qu'on faisait quelque chose, ils étaient toujours là avec nous parce que le reste des employés de l'organisation, ils parlaient pas anglais. Fait que on était quand même dépendants de ces traducteurs-là là, pour faire quoi que ce soit, là. Puis sinon, ben dans la ville, ça parlait pas vraiment anglais, là. Fait que c'était vraiment difficile. C'est quand même surprenant. Oui, ben moi aussi, je m'attendais peut-être à un peu plus, mais tu sais, au final, les citoyens, ils n'ont aucune exposition à l'anglais, fait qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de le connaître, là, fait que je les comprends aussi de ne pas mettre plus d'efforts là-dedans. Puis on avait essayé une fois d'aller dans un restaurant chinois aussi, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné, fait qu'on s'était réorienté vers un resto plus allemand pour espérer que le menu soit en anglais, puis ça soit un peu plus simple, fait que c'est sûr que c'était comme toutes des petites adaptations, tu sais, juste payer avec une carte de crédit, c'était pas... on ne pouvait pas là-bas. Là, c'est comme une application sur le téléphone, un code QR. Fait que, c'est comme plein de petites choses qu'on ne savait pas avant. Ou même les appareils électroniques, on nous avait recommandé de ne pas les apporter pour ne pas se faire prendre nos données ou des choses comme ça. Là. Ah ouais, genre juste pas amener votre téléphone du coup? Oui, c'est ça. Mais là, on avait des cours à faire. Fait que là, on s'est comme arrangé pour... on avait toutes des sécurités un peu sur nos appareils, là, des VPN, des choses comme ça. Fait que c'était comme toutes des petites affaires à penser avant, là, qui sont quand même assez différentes d'ici. Ça m'amène une question qui n'a peut-être pas rapport avec le sport, mais est-ce que justement tu dirais que il y a des choses qui t'ont marqué par rapport à la technologie là-bas? Est-ce que c'est comme ils sont vraiment plus avancés puis il y a plein de trucs là-bas qu'on voit pas ici ou ça ressemble quand même? Ben honnêtement, ça se ressemble. C'est sûr qu'il y avait des fois des petites choses qu'on n'avait jamais vu, comme par exemple, il y avait des robots. Il y avait un robot, il y avait un chien robot aussi, des fois qui se promenait. Fait que c'est des choses comme ça que nous, au Québec, on voit pas nécessairement. Là. Fait que ça, quand même, je dirais. Ma dernière question là, par rapport aux jeux universitaires en Chine, ce serait, tu sais, Mathilde, au Québec, on voit beaucoup la montée du sport féminin, c'est beaucoup plus représenté, il y a beaucoup plus d'opportunités, tu le disais avant. Quand tu joues au cégep, tu t'attendais peut-être pas à ce qu'aujourd'hui on en soit là. Est-ce qu'en Chine, tu as senti qu'il y avait une représentation du sport féminin ou pas vraiment? Ben, je pense que oui. Tu sais, on a quand même eu... on a joué contre des équipes là, d'un peu partout à travers le monde. Puis, tu sais, chaque équipe était vraiment bien encadrée. Il y avait beaucoup de staff, c'était professionnel. Tu sais, tu pouvais voir que les équipes féminines comme masculines, il y avait les mêmes opportunités, la même organisation. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment encourageant. Puis même au niveau de l'organisation aussi, tu sais, on sentait pas qu'il y avait des disparités entre nous puis les gars sur les plateaux techniques, comme on pourrait voir des fois, là, tu sais, que les filles se ramassent sur les vieux terrains puis les gars qui ont les beaux terrains. Carré de gym puis les gars qui ont un gros gym. On aurait peut-être vu avant, là. Fait que non, je pense que c'était quand même très équitable dans les ressources, dans les opportunités. Puis c'était beau de voir aussi quand on a parlé avec d'autres filles de d'autres équipes à la fin du tournoi qu'on a échangé, de voir qu'il y en a beaucoup qui aspiraient à aller jouer pro, des filles de l'Australie qui voulaient aller jouer en Europe. Fait que, je pense que c'est comme répandu quand même ce désir-là de faire avancer le soccer féminin. Là. Fait que c'était le fun de voir ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu envisages dans ton après-carrière de t'impliquer au niveau de redonner à ton sport puis de... Tu me diras, tu vas sûrement être fort occupé avec ta carrière, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu aspires? Bien, je pense que oui. Je pense à tous les gens qui ont participé de proche ou de loin à nous offrir cette opportunité-là, autant financièrement que par du temps. Moi, c'est sûr que j'aimerais ça m'engager dans des choses comme ça, tant être dans un CA ou comme bénévole pour juste offrir des opportunités au soccer féminin, au sport féminin. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait pour le futur, définitivement. Ta carrière universitaire, malheureusement, prenait fin à la fin de cette saison-ci.
Là, on se rend compte, on est mardi, donc c'est vraiment frais. Là. Vous avez participé au championnat canadien ce week-end. Tout d'abord, vous arrivez là-bas à titre de favorite ou pas vraiment? Non, on était classé 5e dans le tournoi sur 8, Okay. vu qu'on était comme la deuxième équipe de Québec. Là. Fait que c'était pas le rang le plus optimal, mais ça reste que, tu sais, pour gagner un championnat canadien, il faut battre tout le monde. C'est ça. Puis là, vous arrivez, quart de finale. D'ailleurs, à titre personnel, tu marques de la 4e minute de jeu, si je ne me trompe pas? Non, je fais la passe pour le but. OK, mais t'es l'autre impliqué. Mathilde. OK, c'est ça qui est arrivé. Mais en tout cas, vous débutez très bien le match, vous finissez par l'emporter. Ouais. C'est quoi l'atmosphère dans l'équipe, tu sais, à partir de cette victoire-là? Ça vous donne confiance? Oui, ben on était vraiment contentes, là, surtout que pendant un certain temps, on tirait de l'arrière 1-0 puis on a réussi à marquer 2 buts dans les 15 dernières. Là, fait qu'on était vraiment contentes et soulagées parce que dans les Canadiens, c'est le genre de tournoi que le premier match est super important parce que si tu le perds, tu tombes dans le mauvais côté du classement puis le mieux que tu peux finir, c'est 5e. Là, contrairement à si tu gagnes, ben là, tu t'assures de jouer pour 4 d'avoir une finale, médaille, tu sais, c'est ça, exact. Fait que on était vraiment contentes, mais c'est sûr que notre performance niveau soccer, c'était pas la meilleure, là. Fait que on était contentes, mais on tenait quand même à améliorer notre jeu au niveau technique, tactique. Fait qu'on était comme motivés aussi à rebondir de tout ça pour le match le lendemain. Puis là, justement, le match le lendemain, vous arrivez, vous jouez contre UBC. Vous prenez les devants 2-0, puis à partir de ce moment-là, malheureusement, ils effectuent une remontée. Ils vous coiffent au fil d'arrivée avec un but, je pense, à la 85e. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr que UBC, c'était les favorites. Là. Ils ont une saison parfaite. Ça fait 2 championnats canadiens qui gagnent. On avait perdu contre eux en finale l'année passée aussi. Fait qu'on s'attendait à un gros match. Ouais. Puis, eux, ils s'étaient jamais fait marquer un but de la saison. Là. Ils avaient une fiche parfaite. Wow. Puis là, en scorant 2 buts tôt dans le match, ben, c'est sûr que là, oui, on y croyait, mais là, ça devenait encore plus... Ils ont mis la pression, là. OK, nous, oui, je comprends. Nous, on a marqué 2 buts. Ouais. Fait que, de marquer 2 buts contre une équipe qui avait une fiche parfaite, c'est sûr que pour nous, on était comme, wow, on est capable, là, on est près du but. Fait que c'était vraiment... Puis au moment du deuxième but, là, vous en êtes où dans le match à peu près? Bien là, on est rendu à la comme 35e. Fait qu'il en reste beaucoup à jouer encore. Là. Fait que là, on s'était dit, il faut essayer de passer la demi en n'accordant pas de but pour rentrer au vestiaire 2-0. Ça joue quand même dans la tête de l'adversaire dans ce temps-là. Mais finalement, il y a eu un but que finalement, en rétrospective, il était hors jeu, mais ils l'ont accordé quand même. Fait que là, c'était rendu 2-1 à la demi. Puis il n'y a pas de replay? Non, c'est vraiment le choix de l'arbitre, la décision de l'arbitre sur le coup, là, mais ils ne remettent pas vraiment en question les actions. Mais en tout cas, on peut... C'est fâchant, mais ça fait partie du sport. Puis après ça, c'est ça, on est rentré à la demi, il était 2-1. Mais il nous restait quand même 45 minutes à faire. Là, donc, on ne voulait pas nécessairement juste jouer, botter le ballon n'importe où, puis faire un peu n'importe quoi. Là, parce que dans ces moments-là, ça peut devenir aussi épuisant de toujours faire des transitions puis subir là, contre une équipe qui veut clairement aller marquer un but. Fait que, on s'était dit, on veut quand même garder le ballon. Puis nous, on est vraiment une équipe avec une identité qui aime garder le ballon, le faire bouger, circuler. On n'aime pas trop jouer aérien. Puis faire du kick and run, comme on dit. Fait que, on voulait quand même garder notre identité à ce niveau-là. Puis là, jusqu'à la 75e minute, on avait réussi à garder notre avance, mais là, ils ont marqué un but un peu fâchant. Là. Nous, on avait un corner pour nous, puis finalement, l'attaquante nous a pris de court, puis elle a marqué un but. Fait que, ils sont partis avec la balle contre-attaque. Puis... Fait que là, c'était comme 2-2, mais là, je me disais, sinon, on ira en prolongation, puis on est quand même assez bonne d'habitude en pénalty, notre équipe, là, fait que je me disais, au pire, ça sera ça. Puis finalement, ils ont marqué un 3e but la même attaquante, là, vraiment rapide, qui nous a marqué le but justement à la 85e. Là, fait que là, c'est sûr que ça casse un peu plus le momentum. On a quand même réussi à avoir quelques chances, mais on n'a pas concrétisé. Fait que ça a été vraiment crève-cœur parce que en menant 2-0, tu y crois quand même. Ben ouais, vous l'aviez comme au bout des doigts, puis ça vous a filé entre les mains. Puis ben là, par contre, la beauté de la chose, c'est que en ayant été en demi-finale, vous avez un autre match pour la médaille de bronze qui se trouvait à être ce dimanche. Puis là, comble de malheur, on le voit pas à caméra, mais on est devant le terrain de football qui est tout enneigé, une neige assez hâtive cette année. Puis, comment ça se déroule la journée?
C'était une longue journée. Là. On est arrivé, notre match était supposé jouer à 1h30. On a commencé l'échauffement, puis nous, on était bien excités. Là. Il y avait de la neige sur le terrain, mais moi, honnêtement, j'avais jamais joué sur de la neige de ma vie. Fait que je me disais, regarde, ça sera pas un beau match. On va pas jouer le meilleur soccer qu'on a joué de notre vie, mais ça va être le fun. C'est pour les deux côtés. Ça va juste être, on va s'en rappeler toute notre vie, ça va être drôle, ça va être le fun. Puis tu sais, rendu là, on n'a rien à perdre, tu sais. Fait que là, on commence notre échauffement, puis on a bien du fun. On se lance des boules de neige, puis il y a vraiment une belle énergie sur le terrain. Puis là, le coach de l'autre équipe, il a comme fait une plainte en disant que c'était pas sécuritaire. Puis je pense qu'eux sont moins habitués. Là. On jouait contre l'Ouest Trinity Western de jouer dans ces conditions-là. Fait que là, ils ont comme suspendu un peu le match temporairement pour essayer de trouver des solutions. Puis toute la journée, on se faisait repousser d'un peu plus parce que là, ils devaient chercher un tracteur pour déneiger. Puis là, finalement, le tracteur est arrivé, mais là, ça déneigeait pas assez rapidement. Fait que là, il était rendu 5h30, puis on n'avait toujours pas commencé. Puis là, nous, toute la journée, on attendait, on essayait de remanger, tu sais, d'avoir une alimentation optimale pour le moment qu'on allait jouer. Là, les filles, ils ont refait 2-3 fois nos tapings parce que là, après 1 heure ou 2, ça slackait un peu. Fait que là, c'était ça, on était toujours dans l'attente. Puis finalement, à 5h30, étant donné que la finale devait aussi être jouée, puis à cause des heures de diffusion à la télé, ça ne pouvait pas commencer plus tard que 8h. Bien là, nous, on n'aurait pas eu le temps de jouer notre match avant la finale de 8h. Fait qu'ils ont décidé de canceller notre match puis de donner la médaille de bronze aux deux équipes. Fait que là, ça veut dire qu'il y avait assez de médailles pour les deux équipes? Non, en fait, on les a pas reçues physiquement. Là. On va les avoir éventuellement, je crois. Là, mais il n'y a pas eu de remise de médailles, rien. Puis c'est... Comment on vit ça, comme gagner une médaille de bronze, mais un peu par défaut, si on veut? Tu sais, vous aviez clairement les capacités pour l'emporter. C'est arrivé à plusieurs reprises dans ta carrière, mais tu sais, c'est un peu abrupt et amer comme Oui, mais c'est sûr que c'est vraiment décevant, surtout que c'était des conditions qui auraient pu être évitables. Là, je pense que l'organisation n'a juste pas je pense qu'ils ont des bonnes notes à prendre là, de cet événement. Fait que c'était fâchant, puis je pense que aussi, moi, dans mon contexte, vu que c'était mon dernier match universitaire, que finalement, j'aurais joué sans savoir que c'était mon dernier, ben là, c'était vraiment décevant. Puis aussi, comme tu dis, je pense qu'on aurait eu des bonnes chances de gagner la médaille de bronze. Là. Fait que de la recevoir, mais pas d'avoir travaillé pour, c'est quand même aussi moins optimal. Puis c'est toujours le fun aussi de finir un tournoi sur une bonne note, de célébrer, d'avoir sa médaille dans le cou. Mais là, on dirait que c'est juste ça a été... Parce qu'après ça, il faut que vous fassiez le voyage de retour. Vous voyagez en bus, en avion? Oui, en autobus, oui. Puis c'était en Ontario, je pense? Oui, à Hamilton. Fait que c'était comme à 1h30 de Toronto environ. Là. Fait que quand même une bonne ride de bus après une expérience comme ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'était décevant, mais au final... ça reste qu'on a gagné 5 médailles en 5 ans, ce qu'aucune autre équipe au Canada a fait. Là. Fait que je pense que ça prouve la fait que même UBC, mettons, qui était championne en titre depuis 2 ans, les années d'avant, il n'était pas sur le podium? Non, c'est ça. Mettons, en 2022, on avait joué ici à Québec, puis en quart de finale, nous, on était l'équipe haute, puis eux, ils étaient l'équipe première, puis on avait joué contre eux, puis on les avait battus en pénaux. Fait que ça avait été un beau moment aussi de ma carrière. Fait que c'est ça, tu sais, même les Carabins, là, ils ont gagné. C'est là que je m'en allais. Est-ce que c'est frustrant, justement, que ce soit eux qui aient gagné ou... Bien, tu sais, honnêtement, c'est sûr qu'on a une rivalité avec les Carabins, puis ça a toujours été ça. Tu sais, je suis arrivée au Rouge et Or, puis c'était ne mets pas de bleu, puis encore là, ça a évolué. Ça se reflète à travers tous les sports, là? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est une rivalité très globale aussi. Fait que c'est sûr que c'est fâchant de voir que eux, ils ont ce que nous, on aurait voulu. Mais d'un autre côté, je pense qu'ils ont eu une belle saison. Ils n'ont eu aucune défaite. Puis ils ont été meilleurs que l'autre équipe. Fait que je pense qu'ils méritent quand même cette médaille d'or-là. Mais c'est sûr que ça reste décevant pour nous parce que je pense qu'on aurait été capable aussi de l'obtenir. Est-ce que c'est quoi l'atmosphère, une fois que vous apprenez que vous n'allez pas jouer, vous partez directement en autobus? C'est quoi l'atmosphère globale dans l'équipe? Oui, ben on restait quand même à l'hôtel là, cette soirée-là. Fait que, OK, vous alliez dormir là de toute façon. On dormait là de toute façon. Fait que, tu sais, je pense que au-delà des médailles puis des succès, puis notre coach finissait aussi sa carrière avec ce tournoi-là. Là. Fait que ça, on a comme eu un moment d'équipe pour comme refléter un peu sur les dernières années. Puis c'est ça qu'on se disait, c'est
c'est les moments d'équipe, puis c'est avec nos relations avec les joueuses, les coachs, c'est les petits moments du quotidien. C'est ça qu'on va se rappeler au final durant les prochaines années. C'est des hauts puis des bas, le sport, puis ça en était un bas, mais ça reste qu'on a tellement vécu des beaux moments. Juste le fait qu'on ait pu participer à 5 championnats canadiens en 5 ans. On est allé en Uruguay, on est allé en Chine. On a 5 médailles canadiennes plus 2 médailles internationales. Ça reste que, ça, personne ne peut nous les enlever. Puis oui, on n'a pas l'or, mais ça reste que tout le bagage humain qu'on a eu, c'est ça que tu retiens. Qu'on veut, puis qu'on est vraiment reconnaissante. Fait que ça a quand même fait du bien de se réunir en groupe, puis de discuter de tout ça. Puis après ça, on a fait la fête un peu, puis on a fini la soirée. Non, c'est bon ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait le parcours en même temps que toi, qui sont finissantes aussi cette année? On est juste 2. OK. Fait qu'il y a juste une fille qui était là depuis l'année 1 avec toi qui... Oui, c'est ça. OK. Fait que l'année prochaine, le Rouge et Or, ils entrevoient ça comment leur saison? T'sais, ils perdent juste 2 finissantes. Certes, des gros morceaux, mais pour le futur, comment ça... Oui, ça reste que, il y en a toujours aussi qui sont incertaines un peu, là, parce qu'ils ont fini leur bac, même si ça fait 4 ans ou ça. Fait que, je sais pas combien il va y avoir de finissantes exactement, là, 2 assurées, mais peut-être plus, mais je leur souhaite pas, là. Puis c'est ça que je disais à mes autres coéquipières qui ne savaient pas s'ils allaient revenir, même s'il leur reste 1 an d'éligibilité. C'est que, c'est des moments qui ne reviendront plus. Puis, mettons, moi, si j'avais l'opportunité, je le ferais. Puis, je pense aussi de la façon que c'est terminé, ça les motive un peu à revenir l'année prochaine pour reprendre ce qui leur est dû. Fait que, je pense que ils vont quand même avoir une très bonne équipe. Puis là, c'est ça, avec le changement de l'entraîneur aussi. Je pense que ça va être un défi, mais je crois aussi que ça peut apporter des bienfaits là, à un groupe. Là. Fait que j'ai hâte de voir ça avec qui va devoir combler les grandes chaussures de David, qui était notre coach. Ça faisait longtemps qu'il était coach du programme? Depuis 2019, il y avait le programme du Rouge et Or. Fait que moi, toutes mes années, dans le fond, je les ai faites avec lui. Puis, c'est vraiment un entraîneur extraordinaire. Puis là, lui, il part à la retraite. C'est fini le soccer pour lui. Je pense qu'il va rester impliqué un peu, là, mais ça risque de prendre plus du temps pour lui. Puis, c'est proche. Fait que il se détache un peu du Rouge et Or, parce que je pense que ça reste une carrière très, très demandante. Ah, ben oui, absolument. Fait que, Puis là, toi, en fait, j'avais une question, là. Tantôt, tu disais que quand tu as eu ta blessure, là, tu avais manqué ta saison d'hiver. Fait que là, comme vous venez de terminer la saison d'automne, mais ça veut dire que ton équipe, ils vont revoir des matchs cet hiver à l'intérieur? Oui, c'est ça. Il y a toujours une saison RSEQ à l'intérieur, là, puis je vais même pouvoir la faire, là. Fait que, je dis que ma carrière est finie, mais je vais encore porter le maillot du Rouge et Or cet hiver, là. OK. Si tout va bien. Puis ça, c'est comme une saison avec les mêmes équipes du réseau RSEQ, c'est juste qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de série, il n'y a pas de bannière championne provinciale, là. C'est plus qu'on joue un match aller, un match retour contre chaque équipe, puis ça nous permet d'avoir un peu de temps de jeu, de mettre des choses en place. C'est un moment aussi qu'on prend pour donner du temps de jeu à tout le monde. Là. Fait que l'automne, c'est la vraie saison, puis l'hiver, c'est un peu de la pratique compétitive. Oui, exact. Ouais. OK, je comprends. Puis là, toi, maintenant que ton parcours à l'Université Laval se termine, c'est comment tu entrevois la suite? Là, c'est sûr que je finis mon doctorat en médecine, fait que normalement, je devrais rentrer à la résidence au mois de juillet. Fait que je vais commencer mes applications là, pour la résidence. Sinon, je me garde quand même en plan B le soccer. Là. Ça reste que la médecine, c'est quand même très contingenté, là, surtout les spécialités chirurgicales dans lesquelles je veux appliquer. Fait que si je n'arrive pas à rentrer cette année, je me garde la porte ouverte pour peut-être aller jouer au soccer à l'extérieur 1 an pour vivre l'expérience. Fait que dans le fond, c'est tes applications qui vont décider de ce que tu fais pour le soccer, dans le sens où si tu es accepté, le soccer c'est terminé, puis tu vas être en paix avec ça. C'est ça. C'est sûr que je pourrais toujours essayer peut-être de trouver une façon de concilier les deux, là, un peu comme j'ai fait durant les dernières années, de prendre un peu des vacances. Mais c'est sûr que là, c'est encore très hypothétique, puis je vais voir rendu là, une fois, si je rentre dans ma résidence, s'il y a moyen de m'accommoder pour peut-être aller jouer au soccer quelques mois, puis après ça revenir, puis reprendre où j'étais. Mais là, ça reste que c'est
c'est à voir avec le programme si ça peut se faire. Puis sinon, ben si je peux accepter, ben je pourrais vivre mon expérience. Fait qu'on dirait, je vais laisser la vie décider. Puis est-ce que, j'imagine que toi, tu fais affaire avec une agence, tu sais. Est-ce que tu as déjà des pistes d'opportunités pour du soccer professionnel? Parce que j'imagine, si tu jouais, par exemple, pour les Roses à Montréal, ça pourrait peut-être faciliter l'enjeu de la résidence en même temps? Je sais pas, c'est une bonne question. Tu sais, au final, quand tu joues au soccer professionnel, c'est une job à temps plein, fait que ça se jumelle pas vraiment bien avec une résidence en médecine, là. Fait que je pense que, tu sais, il faudrait vraiment que je sois impliquée à 100% dans l'un ou dans l'autre, là. Ça serait vraiment difficile de faire un peu de chaque, là. Faudrait qu'il y ait un autre COVID, puis que tu fasses comme Laurent Duvernay-Tardif. Oui, mais non, c'est sûr que, tu sais, il y a plusieurs opportunités, là, différentes ligues qui pourraient... Que je pourrais aller, là, mais en ce moment, il n'y a rien de concret encore, là, vu que je pense que les contrats, tout ça, ça signe plus de façon rapprochée du début de la saison. Là. Je crois que c'est rare que ça signe beaucoup de mois d'avance, fait que je commence tranquillement à faire mes highlights, puis à rentrer en contact avec quelques coachs, puis quand ça sera le bon timing, ben là... Fait que tu te laisses comme toutes les portes ouvertes, puis c'est un peu le temps qui va dicter ton futur. Est-ce que c'est quelque chose qui est stressant pour toi ou d'une certaine façon, tu te dis que ben, c'est juste des choses qui sont positives puis la vie va bien faire les choses pour toi? Oui, je suis plus dans cette optique-là. Je dirais, là, les deux projets m'intéressent autant, là, puis je pourrais pas choisir, je crois. Fait que je me dis, rendu là, je vais laisser la vie choisir, puis... je vais être heureuse avec n'importe quelle avenue. Est-ce que la Mathilde, à 15 ans, disons, ce serait un jour imaginé avoir ce beau problème-là, de devoir avoir ces deux choix-là? Honnêtement, je pense pas. Tu sais, être en médecine, c'était pas nécessairement un rêve que j'avais depuis toujours. J'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont médecins. J'avais jamais vraiment eu cette exposition-là. Puis... je ne m'étais pas trop posé la question. Fait que je pense que ça, je serais fière de savoir que je suis rendue là au niveau professionnel. Puis au niveau sportif, ben comme on parlait tantôt, il n'y avait vraiment pas ces opportunités-là. Là. Je ne savais pas non plus que c'était autant accessible maintenant. J'aurais pas pensé, en fait, que c'était autant accessible d'aller jouer professionnel en Europe, en Australie ou maintenant au Canada, après une carrière universitaire. Avant la carrière universitaire, c'était la finalité. Puis quand on regarde toutes les autres joueuses anciennes du Rouge et Or, c'est vraiment la minorité qui ont pu avoir ces opportunités-là. Fait que là, est-ce que tu en connais? Oui, j'en connais. Il y a Daphné Blouin, avec qui j'ai joué, qui est allée en Turquie 1 an, puis qui est là à Halifax. Puis est-ce que tu as échangé avec elle justement par rapport à ses futures possibilités? Oui, puis c'est d'ailleurs avec... son agence que je suis en contact. Fait que, c'est le fun aussi d'avoir des gens autour de soi qui ont vécu des expériences similaires pour se guider là-dedans. Là. C'est pas toujours facile de trouver non plus les bonnes personnes. Fait que ça, c'est bien. Puis tantôt, là, je parlais à la blague là, de Laurent Duvernay-Tardif, mais c'est quand même quelqu'un de très inspirant. Puis je pense que le Québec... le dénote, que c'est un être exceptionnel puis qu'il a eu une contribution de mettre sa carrière NFL en pause pour venir prêter main forte. Est-ce que toi, tu as eu comme un sentiment où tu te disais genre wow, c'est vraiment inspirant ce qu'il fait puis ça t'a un peu pavé la voie pour entreprendre le même genre de parcours? Qui est quand même différent, mais tu comprends? Mais je pense que oui, là, de voir que c'est possible de jumeler les deux au niveau de la résidence, là, c'est quand même quelque chose que j'avais moins vu avant. Fait que c'est sûr que ça rend ça possible. C'est juste que la différence, c'est que lui, il fait un gros salaire en mettant sa carrière sur pause, même plus que s'il avait continué sa carrière, contrairement à nous, souvent, particulièrement dans le sport féminin, c'est comme un peu un sacrifice financièrement, tu sais, d'aller vivre cette expérience-là parce qu'on n'a pas des salaires autant. Mais ça reste que c'est pas le même niveau non plus que la NFL, là, tu sais, il méritait tout ça. Mais ça reste que c'est quand même quelque chose à considérer, là, tu sais, j'ai des coéquipières aussi qui auraient pu aller jouer ailleurs, mais ça reste que leur
carrière, leur donner plus d'opportunités financières. Puis quand tu es rendu à un certain âge dans ta vie et tu commences à avoir plus de responsabilités financières, bien, des fois, tu peux moins te permettre de sacrifier ça pour vivre l'expérience de soccer. Fait que c'est juste cet enjeu-là. Mais je pense que tranquillement, là, ça se fait comprendre. Puis comme par exemple, dans la NSA, ils ont quand même un bon minimum de salaire que chaque joueuse doit avoir. Là. Fait que, ça, c'est la ligue ici avec les Roses de Montréal? Exact. Okay. Ouais. Je pense que c'est comme quelque chose comme 50 000 de base. Ah, bien, c'est quand même bien. Mais ça fait qu'il y en a sûrement plusieurs qui ont d'autres jobs à côté, peut-être? Bien, pas en même temps que la saison, mais... Je sais pas. C'est une bonne question. C'est comme la Ligue canadienne de football, là, les Alouettes. Je sais que pendant longtemps, il y en a, par exemple, la saison, c'est quoi? C'est comme de mai à novembre. Puis là, quand la saison finit, bien, il y en a qui sont genre conseillers financiers, il y en a qui sont en real estate, des trucs comme ça. Peut-être, je sais pas. Je suis pas encore très... Mais en passant, est-ce que tu sais, la blonde ou peut-être sa femme, là, je sais pas c'est quoi le statut qu'ils ont, mais la blonde à Laurent Duvernay-Tardif, elle a écrit un livre. Ouais. Est-ce que tu l'as lu? Non. T'aimerais vraiment ça. Ouais? Ça s'appelle Hors-jeu, si je me trompe pas. Okay. Puis elle parle comme, oui, de son parcours, mais un peu de comment elle a vécu ça, puis les disparités hommes-femmes auxquelles il faisait face, tout ça. C'est vraiment intéressant comme livre. Puis d'avoir sa perspective alors qu'elle l'a vécu, au lieu de quelqu'un qui vulgarise une situation. C'est vraiment une lecture intéressante. Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Je vais regarder ça. Si tu pouvais choisir une valeur que le soccer t'a inculquée, on en a parlé un peu à travers le podcast, mais que tu vas le plus retenir, qui va avoir un peu façonné le reste de ton chemin de vie? Je dirais l'engagement. Comme quand tu t'impliques dans une équipe et que tes coéquipières dépendent de toi, tous tes efforts que tu mets à l'entraînement, mais aussi tous les sacrifices que tu vas faire à l'extérieur, ton alimentation, ta forme physique. C'est vraiment un engagement global de ta personne puis de ta vie. Puis ça peut être vraiment demandant, mais c'est tellement gratifiant. Puis ça t'apporte tellement plein de belles qualités après ça, de rigueur puis d'ambition que je pense que c'est quand même quelque chose que je garde là, du sport qui va me suivre dans toute ma carrière. Là. Quand je vais m'engager dans quelque chose, je sais qu'est-ce que ça va impliquer, puis je vais être là à 100% pour le faire, puis je vais être là pour mon équipe. Je crois que toutes les valeurs aussi d'équipe, de famille, d'être là pour les autres, là, c'est quand même un vraiment bel apprentissage du sport. Puis ma dernière question, c'était si tu pouvais résumer ta carrière en un mot, ce serait quoi? Mais je pense que ta réponse précédente reflète un peu, ou à moins que tu aies un autre mot en tête, c'est plus par rapport à ta carrière. Y a-t-il un autre mot qui te vient en tête? Moi, je pense que tu devrais être très fier de ton parcours. Là. C'est un parcours qui est très inspirant. Puis j'espère qu'il y a des gens qui vont nous écouter, des filles peut-être plus jeunes qui sont à la fin du secondaire ou au cégep qui vont entendre ça, qui vont être inspirées par ton parcours. Puis... Oui, bien honnêtement, c'est ça. Je pense que si j'avais un mot, ça serait les moments. T'sais, comme tous les petits moments dans le vestiaire, aux pratiques, après les pratiques, quand on est au physio, puis qu'on se fait taper, puis qu'on rit ensemble. C'est tellement comme une sororité, entre guillemets, une équipe ça devient ta famille, là, si on veut, vraiment, c'est ça. Puis tu sais, t'es pas nécessairement meilleur ami avec tout le monde, mais comme chaque personne apporte quelque chose de différent à l'équipe. Puis c'est tellement beau de voir que tout le monde s'unit, puis utilise ses forces pour travailler vers le même but. Puis, comme on disait tantôt, au-delà des performances, c'est vraiment tous les moments que j'ai eu avec mes coéquipières, puis les moments sur le terrain aussi que je vais me rappeler. Bien, Mathilde, premièrement, félicitations pour ta belle carrière, tous les accomplissements, que ce soit collectifs ou d'autres plus personnels. Puis on va te souhaiter la meilleure des chances pour la suite de ta carrière, que ce soit à la résidence ou dans le soccer. Peut-être qu'on te reverra un jour sur le terrain. Merci beaucoup de ta présence sur le podcast. Mais ça fait plaisir, puis merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. C'est vraiment votre fidèle écoute qui va permettre à mon contenu d'avancer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'écrire directement. Puis aussi, j'aimerais savoir quel genre de personnes vous aimeriez voir pour la suite. Donc, vous pouvez me pitcher des noms, des idées, puis moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, un gros merci.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis c'est ça qui va pouvoir faire grandir mon contenu. Partagez-le avec vos amis. Salut, là, à la prochaine!